Dans le cœur de l'outback australien, en plein milieu du territoire du Nord, le petit village d'Elliot est devenu l'épicentre d'une lutte écologique, culturelle et spirituelle. Sur les 700 habitants, 80% sont aborigènes. Ils vivent encore sur ou à proximité de leurs terres ancestrales, mais leur mode de vie est menacé par un énorme gisement de gaz de schiste. Beaucoup d'aborigènes s'opposent à l'exploitation. Pour la toute première fois, ils descendent manifester dans les rues d'Elliot, du jamais vu dans ce village. À leur tête, Eleanor Dixon de la tribu locale Mudbarra. Soutenue par une ONG, Eleanor a convié des représentants des tribus voisines. Chez eux aussi, le gouvernement du territoire et des compagnies gazières veulent pratiquer la fracturation hydraulique. Tous ont peur que leur eau soit polluée par l'exploitation. Toute cette terre sera affectée, pas seulement une partie de la terre. Notre territoire est connecté aux autres par le réseau hydrographique. Notre message est très clair. Nous ne voulons pas de la fracturation hydraulique. Si vous le faites, vous tuez notre pays, vous nous tuez. Fin de l'histoire. What do we want? When do we want it? And that's right, you heard it from the people here. Eleanor vit à Marlinja, un petit village de 30 habitants tout proche d'Elliot. Malgré les apparences, l'eau est présente en abondance dans le sous-sol. Depuis la découverte du gisement de gaz de schiste, la région d'Elliot-Marlinja est une oasis en sursis. Le gouvernement veut autoriser l'exploitation. Dès que le moratoire sera levé, je pense que l'exploitation affectera tout le réseau hydrographique sous terre. Et ce puits là-bas, qui est notre principale source d'eau potable. Il y aura beaucoup de puits de gaz, beaucoup de produits chimiques. Tout peut arriver. Pour le gouvernement du territoire du Nord, les risques liés à la fracturation hydraulique sont raisonnables, car l'État est très peu peuplé. Il fait plus de 2 fois la France pour seulement 245 000 habitants. Elliot est situé sur l'un des gisements les plus riches en gaz de schiste de la planète. Des milliers de puits pourraient bientôt être creusés. Seule consolation pour Eleanor, l'exploitation n'aura pas lieu directement sur ces terres. Nous avons refusé l'exploitation sur les terres de ma grand-mère et de mon grand-père. Nous avons 100% des droits sur ces terres-là. Donc rien ne peut se passer sans notre feu vert. Nous sommes les propriétaires coutumiers. Ce droit de veto ne sert pas à grand-chose. Le titre de propriété s'arrête à cette clôture, mais pour Eleanor et sa tribu, toute la terre est sacrée. Or, le village de Marlinja est cerné. Il y a d'autres gisements tout autour, situés sur des ranchs et sur les terres d'autres tribus aborigènes. La plupart ont dit non, mais certains sont alléchés par les royalties. À côté de Marlinja, un éleveur et une seule famille aborigène ont donné leur feu vert à des forages. S'ils viennent à polluer le sous-sol, c'est la catastrophe pour les tribus, car elles puisent leur eau dans la même nappe phréatique et leurs itinéraires sacrés passent par les terres exploitées. C'est difficile. Désolée, je vais pleurer. Je pense à mon garçon. Mon grand-père qui a tant lutté pour notre droit à la terre. Et encore aujourd'hui, nous devons continuer à nous battre. Mais pourquoi? Alors que ce sont nos terres. Quand je regarde mes ancêtres, la terre, toutes les pierres et tous les arbres, ils ne peuvent pas parler. Mais nous pouvons parler en leur nom. Au nom de notre terre et de notre pays, nous sommes leur voix. Pour les aborigènes, à l'origine du monde, il y avait les esprits. Sortis de terre, ils se sont mis à marcher et à chanter pour créer et sculpter la nature. Puis une fois leur travail fini, ces ancêtres esprits se sont transformés en arbres, en rochers, en rivières. Ils habitent aussi les animaux, comme les oiseaux, qui sont devenus des totems. Aujourd'hui, le parcours des esprits créateurs est un itinéraire sacré.
Jack Green est un chef initié du peuple Garawa, une tribu liée à celle d'Eleanor. Les Blancs ne comprennent pas réellement comment nous, les aborigènes, sommes liés à cette terre. L'eau, c'est la survie, oui. Les gens nous disent « Oh, vous ne pourrez plus boire l'eau ». Mais ce n'est pas seulement cela. Nos itinéraires chantés passent par ces cours d'eau. C'est là que réside l'esprit. Les politiques et le gouvernement ne nous écoutent pas. Le lac de Marlinja est le centre de la vie spirituelle d'Eleanor et des Mudbara. Mais pour les décideurs, les croyances des aborigènes n'entrent pas en ligne de compte. La levée du moratoire sur la fracturation hydraulique dépend des résultats d'une enquête qui se penche uniquement sur les risques écologiques, sociaux et économiques, mais nulle part il n'est question de spiritualité. Un itinéraire chanté très important passe par ce lac. On appelle ça un itinéraire chanté parce que nous, les gardiens de cette terre, nous avons hérité des chants. Nous connaissons les chants pour l'eau. Si le lac s'assèche, nous pouvons faire revenir l'eau en chantant. C'est comme cela que nous maintenons la terre en vie et qu'elle peut survivre par elle-même. Ce lac a un pouvoir apaisant pour notre corps et il nous aide spirituellement à nous connecter avec nous-mêmes. Et si l'eau est contaminée, cette terre meurt et nous devrons déménager en ville. Et alors nous n'aurons plus rien pour quoi chanter et plus aucune raison de vivre. Nous errerons comme des zombies. Le gouvernement rendra sa décision courant 2018. Pour beaucoup d'aborigènes, la lutte pour la terre est déjà perdue. Environ la moitié vivent en milieu urbain, comme ici, à Melbourne. En ville, la culture indigène a été engloutie par les valeurs de la société occidentale, au point de devenir invisible. À cause de cet effacement, les premiers Australiens sont en décrochage. Chômage, pauvreté, addiction, violence familiale, ce vécu conduit beaucoup d'aborigènes à l'hôpital. Ils meurent en moyenne 10 ans plus tôt que les autres Australiens. Seule lueur d'espoir, de plus en plus font des études. Ça a baissé depuis tout à l'heure? J'ai passé ma journée à vous prélever du sang. Bannock Rind est devenue infirmière pour réduire les inégalités sociales de santé entre les premiers Australiens et le reste de la population. Aborigène métisse du peuple Yamadji, Bannock est la nouvelle recrue de l'hôpital Saint-Vincent. À l'école, moi, mes sœurs et mes cousines, nous étions les seuls aborigènes. Une de mes professeurs m'a dit en classe que je ne pourrais jamais aller à l'université parce que nous, les aborigènes, nous sommes des chômeurs, des alcooliques, des sales négros, simplement parce que je suis aborigène. Et on ne peut pas changer qui on est. Bannock a pris les paroles de sa professeure comme un défi à relever. Mon père a 12 frères et sœurs et ils ont tous développé un diabète. J'ai tellement vu de malades que j'ai voulu changer cela dans ma famille et au-delà, dans notre communauté aussi. Et donc je me suis dit, je vais faire infirmière. Au-delà de la famille de Bannock, c'est tout un peuple qui est malade. En tête des pathologies, le diabète. Les aborigènes ont 3 fois plus de risques de développer un diabète que les autres Australiens. Et la plupart ont des complications rénales. Résultat, les patients aborigènes remplissent les centres de dialyse. Bonjour tonton. Je suis l'une des infirmières noires qui va s'occuper de vous aujourd'hui. Comment vous êtes-vous retrouvée avec cette insuffisance rénale chronique? Ça a commencé à cause de mon diabète. Je buvais trop de boissons sucrées et je ne prenais pas bien soin de ma santé. Mais bien d'autres voyants sont au rouge. Maladies cardiovasculaires, rénales, taux de suicide, maladies des yeux, des oreilles. Tous ces maux frappent plus les aborigènes que les autres Australiens. Avant, nous n'avions pas de diabète, pas de maladie rénale, pas de suicide dans notre communauté, pas ces gros problèmes de santé mentale non plus.
Toutes ces pathologies sont des conséquences de la colonisation. Et par colonisation, j'entends les enfants volés à leur famille pour être élevés comme des blancs et qui ont donc perdu leur terre, leur culture, leur famille, leur communauté. Tout cela a un impact important sur la santé mentale, physique et spirituelle de quelqu'un, son insertion sociale. Cet engrenage est très courant et maintenant c'est transmis de génération en génération. Bannock enseigne un module sur la santé des aborigènes à l'université. Depuis 2 ans, c'est obligatoire pour les futurs professionnels du secteur. Et c'est avant tout un cours d'histoire. Les étudiants apprennent ce que sont les générations volées, ces enfants aborigènes arrachés à leur famille par les autorités pour être éduqués comme des Blancs jusque dans les années 70. Ma tante nous raconte souvent cette histoire. Elle était assise avec sa famille, ils passaient un bon moment ensemble et tout à coup les Blancs sont arrivés. Et ils ont littéralement arraché les enfants de la poitrine de leur mère et sont remontés dans leur voiture. Ce sont des événements très traumatiques et toutes les familles aborigènes ont été affectées par cela. La connaissance de ce passé traumatique est cruciale, car il explique aussi la profonde méfiance des aborigènes envers toute forme d'institution, y compris l'hôpital. Vous avez encore peur quand vous venez à l'hôpital ? Je commence à m'y habituer maintenant. On ne devrait pas avoir peur de demander de l'aide. C'est pour ça que nous avons de plus en plus d'aborigènes qui travaillent à l'hôpital. La plupart du temps, les gens viennent à l'hôpital en dernier recours. C'est un endroit terrible pour les aborigènes, l'hôpital. C'est ce traumatisme d'être coincé dans une institution avec des gens de pouvoir au-dessus de vous et que vous avez peur de vous exprimer parce que ça vous rappelle le système des missions dans lesquelles les Blancs vous contrôlaient et vous disaient ce que vous aviez le droit de faire ou de ne pas faire. Donc pour certains, être à l'hôpital, c'est comme s'ils se retrouvaient dans une mission moderne. Nous veillons les uns sur les autres, nous les Noirs, n'est-ce pas ? Merci, c'est gentil. Nous aimons les nôtres et nous prenons soin des nôtres, d'accord, tonton ? L'hôpital Saint-Vincent envisage donc de recruter plus de personnel de santé aborigène, comme Bannock, pour assurer les patients. Un spectacle peu courant dans les rues de Melbourne. Dans les branches, Jimmy Kyle. Un formateur pas comme les autres. Il enseigne des rudiments de culture aborigène à des professionnels qui côtoient des premiers Australiens. Aujourd'hui, ce sont des travailleurs sociaux. Quand les aborigènes vous accueillent sur la terre, le rituel consiste à éliminer vos odeurs en vous frottant avec ces branches. Comme ça, vous sentez comme quelqu'un d'ici. En Australie, on appelle ça la compétence culturelle aborigène. Un enseignement qui n'est pas obligatoire et donc peu dispensé à l'école. Jimmy comble chaque jour un peu plus cette lacune criante. Beaucoup d'aspects de la culture aborigène n'ont pas été enseignés à l'école, à tel point que pour beaucoup d'anglo-australiens, cette culture est étrangère. Quelque chose qui est né ici leur semble étranger. Je pense que les non-indigènes peuvent être adoptés dans la culture aborigène et nous pouvons créer quelque chose de spécial ensemble. Ils ne sont plus écossais, ils ne sont plus anglais. Comme nous, eux aussi ont été déconnectés de leur culture d'origine. Donc nous, les aborigènes, on doit les accueillir avec tendresse. Pour arriver à cette compréhension mutuelle, il faut démonter certains préjugés. Aujourd'hui, comme Jimmy, beaucoup d'aborigènes sont métis, voire blancs, et de plus en plus privilégient leur héritage aborigène. Un choix que certains Australiens ne comprennent pas. Je voudrais qu'on réfléchisse à ce que ça signifie être noir. Parce que j'entends beaucoup de gens dire « il n'avait pas l'air très aborigène celui-là ». Alors ça représente mes 75 000 ans d'héritage aborigène d'Angari. Et ça, mes ancêtres irlandais, arrivés ici il y a 230 ans. Maintenant, y a-t-il moins de café dans le verre ? Les aborigènes disent toujours, quelle que soit la proportion de lait dans le café, c'est toujours du café. Généralement, c'est comme ça que les aborigènes métis voient leur identité. Ils ne deviennent pas mulâtres ou carterons. Nous n'utilisons pas ces termes que nous trouvons très insultants. Car dans le passé, les métis étaient considérés comme des sous-hommes.
Culturellement, bien moi je suis à 100% de culture aborigène. Jimmy Kyle incarne à lui tout seul cette histoire coloniale compliquée. Il est originaire du pays d'Angari, à 500 km au nord de Sydney. C'est ici qu'est née sa vocation de formateur culturel. Jimmy a grandi dans une famille d'éleveurs de bétail blancs et il a appris sur le tard qu'il comptait aussi des ancêtres aborigènes. Il retourne voir son ami d'enfance, Gus, et tous deux rendent visite à Ross, le père de Jimmy, dans sa ferme. La conversation s'oriente sur les origines aborigènes de la famille, cachées pendant longtemps comme une maladie honteuse. C'est un membre de la communauté aborigène locale qui a révélé ce passé à la famille il y a 25 ans. Une de mes sœurs continue à dire « Je suis née blanche, j'ai été élevée comme une blanche, je ne suis pas aborigène. » Elle ne peut pas l'accepter, vous savez. Je lui ai dit « Ok, je m'en fiche. » À ton avis, combien de blancs ont des ancêtres aborigènes dans le coin? J'en connais déjà quelques-uns. Je ne donnerai pas de nom, mais il suffit de les regarder. Mais ils n'admettront jamais qu'ils ont du sang aborigène en eux. Pour Jimmy non plus, ça n'a pas été évident d'assumer son double héritage. Sa rencontre avec Gus au collège a été déterminante. C'était en 1997 et à l'époque, leur profonde amitié a remis en cause une ségrégation officieuse. Je me souviens de ce sentiment. Quand j'étais petit, je me disais « Il faut que tu choisisses un camp ». J'étais trop blanc pour les aborigènes et trop noir pour les blancs. Quand j'ai rencontré Gus, ça a tout changé. J'ai appris la façon d'être aborigène et je ne l'ai jamais trahi. Nous sommes devenus amis alors que nous n'étions pas censés l'être. Et quand ils sont ensemble, Jimmy et Gus sillonnent la campagne pour visiter les lieux de mémoire aborigènes, comme ce pâturage qui est le site d'un des 20 massacres perpétrés dans la région au XIXe siècle. On compte les victimes par centaines pour chacun de ces massacres. Mais pas une seule stèle n'a été érigée pour leur rendre hommage. Donc les gens ici disent « il n'y a pas eu de massacre ». Et regardez qui a récupéré la terre. Les Blancs. Pendant longtemps, j'ai détesté être coincé entre les deux mondes. Mais aujourd'hui, je me vois comme une passerelle entre les deux. Je peux éduquer les deux camps. La vérité, c'est que nous sommes un pays d'Angari. Ça l'a toujours été, et ça le restera. Chacun à leur niveau, Eleanor, Bannock et Jimmy font entendre la voix des aborigènes. Clinton Pryor est celui qui donne une expression collective à leur combat individuel. Il a décidé de faire un coup d'éclat pour forcer le gouvernement à écouter son peuple. Il traverse l'Australie à pied, d'ouest en est, soit une longue marche de 5500 km. Parti de Perth, il met le cap sur Canberra, le siège du pouvoir australien, pour y porter les doléances des aborigènes. Clinton a grandi dans un village très reculé d'Australie occidentale et aujourd'hui, le gouvernement veut fermer ces communautés de l'Outback en démantelant les services publics. Objectif, réaliser des économies budgétaires. Nos anciens ont beaucoup lutté pour obtenir la construction de ces villages dans des zones reculées, pour nous permettre de rentrer sur nos terres et de renouer le lien avec nos ancêtres et notre spiritualité. C'est chez nous. C'est pour ça que je proteste. Pour que ces communautés de l'Outback restent ouvertes. La cause et l'audace de Clinton ont touché des milliers de premiers Australiens. Certains viennent faire un bout de chemin avec lui et à chaque étape, la communauté aborigène le fête. Clinton est devenu son porte-étendard. Chargé d'une mission plus grande, obtenir un traité avec l'État australien pour corriger toutes les injustices subies. Officiellement, les premiers Australiens n'ont jamais cédé leur souveraineté. Car quand les colons anglais sont arrivés, ils n'ont pas conclu de traité avec eux. Aujourd'hui, une majorité de premiers Australiens veut s'asseoir à la table des négociations. Mais pour l'instant, on ne sait pas précisément ce que contiendrait ce traité. Alors Clinton consulte ses compatriotes, comme David Dixon, un chef coutumier Djiringanj.
Un jour, en rentrant de l'école, j'ai vu ma propre famille se faire tabasser à l'arrière de notre maison par des policiers en civil. La seule façon pour notre pays d'avancer est de trouver la paix et de pardonner. Ça va être très difficile car il y a tellement de gens en colère dans notre pays. Je pense qu'il est temps que l'Australie imite l'Afrique du Sud, Clinton, et mette en place une commission de la vérité et de la justice. C'est comme ça qu'on peut espérer une réconciliation et ensuite seulement on pourra envisager un traité. Le pouvoir fédéral travaille sur un projet de réforme de la Constitution, entre autres pour nettoyer le texte de ces articles racistes qui permettent de faire des lois spéciales pour les aborigènes. Une réconciliation au rabais dont la majorité des aborigènes ne veut pas. Clinton et ses supporters exigent un traité. Plusieurs centaines d'entre eux sont venus l'accueillir au bout du voyage à Canberra, la capitale australienne. Clinton investit l'ambassade aborigène, un lieu fort en symbole. C'est là qu'est né le mouvement du droit à la terre, il y a 45 ans. L'ambassade est un campement installé près du Parlement fédéral, pour montrer que les aborigènes se sentent étrangers dans leur propre pays. Autour du feu sacré, qui brûle en permanence, Clinton est adoubé par Les Coe, une figure du mouvement aborigène d'autodétermination. Let all of our people know his message. And his message is truth. His message is treaty. His message is sovereignty. It is who we are as a people. He has shown the Spirit. And the Spirit is in all of us. This is just the beginning. Clinton et les chefs coutumiers ont dressé la liste des doléances en 12 points, dont la garantie des droits des aborigènes sur la terre et sur l'eau et le rétablissement des services publics dans les villages de l'Outback. Ces demandes ne sont pas nouvelles, mais elles ne sont pas toujours défendues par les deux seuls députés aborigènes au Parlement. Les premiers Australiens restent sous-représentés. Grâce à Clinton, pour la première fois, les militants aborigènes rencontrent le Premier ministre australien en personne. Bonjour Clinton, ravi de vous rencontrer. Vous avez fait une marche fantastique. Merci. Ça a été un long voyage à pied. Nous sommes là pour vous présenter les doléances de notre peuple. Je suis là pour vous écouter. Clinton est là pour le symbole, mais c'est un autre militant qui prend la parole. La raison de notre présence avec Clinton est de vous avertir que nous nous préparons à des négociations en vue d'un traité. L'entretien se conclut sans engagement de la part du Premier ministre. Mais on sait qu'il n'est pas favorable à un traité. Malgré tout, pour Clinton, la mission est réussie. Il est devenu l'icône dont les aborigènes avaient besoin pour se mobiliser. Je reste confiant. Je pense qu'on peut faire quelque chose pour les aborigènes, même si je sais que cela prendra du temps. En attendant que cela se débloque au Parlement, la prochaine étape pour moi, c'est Londres. Et je suis enthousiaste d'y aller. Clinton veut rencontrer Elizabeth II pour lui demander d'intercéder en la faveur de son peuple auprès du gouvernement, car la reine est toujours officiellement la chef de l'État australien.